La grande interview sur CNews et Europe 1. Mon invité ce matin est un observateur averti, très averti de la vie politique française depuis longtemps. Bonjour et bienvenue François-Olivier Gisbert. Bonjour Sonia Barbouk. Merci de votre présence. Vous avez publié chez Gallimard le passionnant livre Voyage dans la France d'avant. Et justement, dans cette France d'avant, François-Olivier Gisbert, on parlait de l'école comme d'un sanctuaire. Hélas, ce temps est révolu. Comment imaginer qu'un élève puisse porter des coups de couteau à sa professeure en pleine classe? Je parle bien sûr du terrible drame dans le Var où une enseignante d'un collège de Sanary-sur-Mer a été poignardée à plusieurs reprises. Son état, je le précise, est stable à l'heure actuelle. Il n'y a pas de motif religieux ou politique à un tel acte. L'élève de 14 ans a été interpellé. Jusqu'où va-t-on ainsi? Jusqu'où risque-t-on d'aller comme ça? Ça peut continuer encore longtemps, dans la mesure où on ne fait rien. Puisque nous ne sommes pas gouvernés, c'est la réalité des choses. C'est-à-dire qu'il y a une épidémie d'attaques au couteau dans les écoles. Alors, c'est pas tous les jours, c'est pas du tout encore comme, par exemple, les refus d'obtempérer. 63 par jour, 63 refus d'obtempérer. Et à force de ne rien faire, évidemment, la vague monte. Et c'est vrai que pour faire de temps en temps des conférences dans les lycées, parce que ma mère était prof de philo et j'adore retrouver l'ambiance des lycées, j'ai remarqué que chez les enseignants, il y a une espèce de peur qui monte. Oui, bien sûr. Ils sont angoissés, comme d'ailleurs toute une partie du pays. On va en parler, on peut le comprendre. C'est ça le grand sujet. Nous ne sommes pas gouvernés. C'est-à-dire que, bon, vous avez un... Mais depuis très longtemps en France, parce que si votre maman, on lui rend hommage, était... Professeur de philo, oui. Professeur de philo, j'imagine que les mots d'autorité, de respect, de déférence même par rapport à un professeur de laïcité... C'est très important parce qu'elle était catho, mais vraiment très catho. Oui, ce qui n'empêche pas de respecter elle faisait la laïcité. aussi de la politique, elle était rocardienne, mais la politique ne devait pas rentrer non plus dans l'école. Nous sommes en plein dans le procès des complicités pour l'assassinat terroriste de Samuel Paty. C'est un message qu'on envoie également à tous les professeurs. Alors là, ce sont d'autres motivations. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ces hussards de la République? Il faudrait dire d'abord à nos politiques d'arrêter de commenter avec, je sais pas, je suis saisi d'effroi, je condamne, enfin... La République ne cédera pas. Mais non, parce que la République, évidemment, elle cède puisqu'elle fait rien. Vous savez, De Gaulle avait une bonne phrase sur la façon de gouverner. Il disait, à propos de Pompidou d'ailleurs, qui trouvait, un peu malassant, il disait toujours, gouverner c'est dire non, 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 non. Ça c'est dans les mémoires de Focard. C'est ça, sa formule. Et c'est très juste. On sait ça, y compris quand on a une petite PME. On sait que quand on doit diriger, on dit non une grande partie de la journée. On a un pouvoir qui dit oui, qui laisse faire, qui s'en fout. C'est très étrange. Regardez, y a-t-il un pilote dans l'avion, là, ce film-là? Bon, je pense que... c'est la question qu'on a un président qui a tendance à se prendre pour Tom Cruise. Là, il a pris les lunettes aviateur. Mais moi, il me fait plutôt penser à l'acteur génial Leslie Nielsen, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les cheveux blancs, de Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est-à-dire, on contrôle rien et d'une certaine manière, on s'en fout, on est sur autre chose. Mais reconnaissons que là, que les dossiers... C'est plus un film comique, c'est un film tragique. Mais tragique parce que les professeurs sont en danger, les policiers menacés. Vous avez évoqué les refus d'obtempérer, c'est une véritable litanie. 63 par jour, mais c'est du délire. Et puis ça monte chaque année. Mais une société, François-Olivier Gisbert, où ceux qui nous apprennent sont en danger, ceux qui nous protègent le sont également. Qu'est-ce que ça peut donner? Ça va nulle part. Ça va directement dans le mur. Alors, quand vous rajoutez à tout ça... j'ai pas envie de continuer là-dessus parce que la situation est tellement atroce. Mais la dette, parce qu'il faudra quand même payer 100 milliards qu'on sera obligé de payer. C'est pas le remboursement, comme on peut croire. C'est pas le remboursement. C'est juste la charge de la dette, c'est-à-dire le remboursement des intérêts. 100 milliards en 2029. Mais comment on va faire? Vous dites effondrement moral, effondrement sécuritaire, oui, effondrement économique, ça va ensemble? Mélenchon parle toujours de la convergence des luttes. On peut peut-être parler aussi de la convergence des crises qui arrivent toutes en même temps. Et donc, si vous voulez, le pouvoir en face de ça, ce qui est absolument désolant, c'est qu'il ne fait rien. Et qu'il ne fait rien, et que la seule décision qu'on a eue ces derniers temps, c'est un budget. Un budget idiot. Ça, il faut répéter ça. Non, mais c'est un budget idiot. Qui ne correspond pas aux aspirations des chefs d'entreprise, qui correspond aux aspirations de pas grand monde, sauf peut-être au Parti socialiste. Oui, c'est un budget socialiste, mais c'est un budget, je le répète, totalement idiot. Pourquoi idiot? La grande mesure, vous voyez, c'est
on va faire payer les entreprises. Mesure purement démagogique. 300 On entreprises. pourrait faire un peu de pédagogie, d'expliquer que bon, ces bénéfices qu'on va taxer, 40% pour les entreprises de plus de 3 milliards et 20% pour les entreprises entre 1 milliard et 3 milliards. Donc c'est c'est des coups de bâton. Ça veut dire quoi? On sait très bien, on a appris ça déjà il y a longtemps, les bénéfices d'aujourd'hui sont les investissements de demain qui sont les emplois d'après-demain. Mais ce Le pouvoir chômage, s'en fout. Attendez, c'est-à-dire que c'est un budget qui va augmenter mécaniquement le chômage, dites-vous? Non, je dirais l'effondrement. L'effondrement parce que, vous C'est pas savez, rien. quand ces grosses boîtes, on a quand même... Bon, il y a aujourd'hui une désindustrialisation, tout le monde en est conscient, et il n'y a pas grand-chose qui a été fait depuis des années sur ce problème qui est majeur. La France est le pays le plus désindustrialisé d'Europe, le plus désindustrialisé d'Europe, avec la Grèce. Non, mais c'est quand même un truc de fou. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait le pouvoir? Eh bien, on va taper, grâce à cette surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises, on va taper sur les fleurons. C'est-à-dire les fleurons, c'est l'aéronautique, l'agroalimentaire, Mais au nom de quoi? Au nom de quoi, l'armement, François Législaire, au nom de quoi? Certes, enfin, les ministres qui se succèdent, hier, ici même à votre place, la ministre Aurore Bergé dit, mais c'est le totem de la stabilité. Il nous faut de la stabilité. Il nous faut un budget, fût-il pas à la hauteur. Que répondez-vous à cela? Le journal Le Point, il y a quelques mois, a demandé à Emmanuel Macron pas de partir, parce que ce n'est pas vraiment le rôle d'un journal, ce n'est pas le rôle des politiques. Moi, je ne comprends pas ça très bien, d'ailleurs, tous ces gens qui disent il faut partez, partez. Mais qui lui a dit que ce serait peut-être mieux qu'il parte. Voilà, c'était dit très gentiment. Prenez vos responsabilités, oui, ce que vous lui avez dit, en somme. Partir la tête haute. Et je vais vous dire là, il n'a aucune raison. Il va partir la tête basse, avec du goudron et des plumes. Oh. Mais oui, au rythme où ça va. Mais attendez, mais je veux dire, il suffit d'aller dans la France profonde. Alors évidemment, il y a des endroits, c'est sûr que dans les grandes métropoles, on ne voit pas les choses tout à fait de la même façon. Mais il y a toute une partie du pays qui n'en peut plus. Et tout simplement, il y a besoin de décisions, de prendre des décisions. Vous savez, l'abaya, ça m'a frappé. Ça, c'est un cas d'école. L'abaya, bon, c'était un truc qu'avaient trouvé les islamistes comme ça pour faire de l'entrisme. L'interdiction de l'abaya à l'école, décision de Gabriel Attal décide, quand il est ministre de l'Éducation, d'interdire l'abaya. Tout le monde a dit, mais non, ça ne marchera jamais, ça va. C'est passé. Bon, c'est passé. C'est-à-dire... Il suffit de décider, de trancher pour vous. Mais bien sûr, quand on est ministre, quand on est gouvernant, on décide. Personne ne décide rien. Regardez quand même, écoutez, ou alors quand il décide, il y a le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel qui casse les trucs. Par exemple, la loi mineure, d'ailleurs aussi toujours de Gabriel Attal l'année dernière, vous vous souvenez, démolie par le Conseil constitutionnel. La loi immigration, bien. Alors là, on voit que le système très bien. complètement délirant. Donc le pouvoir n'a plus le pouvoir à vous entendre. La loi immigration qui est quand même dézinguée à partir de l'article 45 de la Constitution, qui dit le contraire de ce que le Conseil constitutionnel lui fait dire. On vous arrête plus ce matin. Il s'assoit dessus. Mais écoutez, le Conseil constitutionnel. Donc vous êtes en train de dire que le pouvoir n'a plus le pouvoir, que ce soit Emmanuel Macron ou quelqu'un d'autre, quelle différence alors, Monsieur Gisbert? Il faut le prendre, le pouvoir. Oui, le pouvoir, il se prend, à il Bruxelles, se donne pas. Au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel. Mais c'est pas vrai. Si la France est désindustrialisée, vous savez très bien que c'est ni la faute à l'Europe, ni la faute à la mondialisation. C'est la faute à nous-mêmes. C'est la faute à notre surfiscalité sur les entreprises et qui continue. Parce que, si vous voulez, toutes ces histoires que nous avons à régler, je pense notamment à la dette, ça peut se régler en augmentant la création de richesses. Et c'est ça, c'est ce que devraient faire des bons politiques. Mais au contraire, vous avez un État guichet qui doit donner de plus en plus d'argent parce que les dépenses sociales ne cessent d'augmenter. Et au lieu d'essayer d'élargir le gâteau pour avoir plus d'argent, au contraire, on rabougrit tout. Et c'est ça. J'entends. Alors, dans une telle situation... C'est pour ça que je dis que ce budget est idiot. J'entends. Et il est anti-entreprise, il est anti-économique. Enfin, voilà, c'est un budget alors, avec un tel socialiste, avec des guillemets, parce que les socialistes n'étaient pas aussi bêtes qu'il y a encore quelques années. Là, ils sont retournés dans l'âge de pierre de l'économie. À bon entendeur. Oui, bien sûr. Je vous sens remonter ce matin. Attendez, les socialistes, excusez-moi, du temps de Rocard ou du temps de Mauroy, Delors, c'était quand même tout à fait autre chose. Même s'il y a eu beaucoup de bêtises en 81, après... Rocard et Olivier Faure, certains, on a sauté des générations. C'est le jour et la nuit, là, excusez-moi. Bon. Et vous voyez de quel côté est la nuit. Reconnaissons que, par exemple, sur le plan international, il n'est pas évident aussi d'avoir une ligne conductrice, par exemple sur l'Iran. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Au gré des jours, on passe d'une possibilité d'un accord à quand même une probabilité de guerre. Là encore, Emmanuel Macron est attaqué sur ce plan-là. Est-ce que vous estimez quand même
que la voix de la France est parfois cohérente ou alors qu'elle est totalement inexistante et que même nous sommes aphones aujourd'hui? Bah, on est un peu aphone. Mais enfin bon, c'est à peu près le seul truc qui fait bien. Mais c'est un peu facile parce que voilà, il donne des leçons à Trump, il est loin de Trump, et puis d'une certaine manière, ça ne porte pas et c'est pas grave. Et même chose, il donne des leçons à Poutine. Mais il n'a pas peur d'eux, visiblement, mais il a peur des Français. Et c'est ça le problème, parce qu'il est président de la République française. C'est-à-dire que vous estimez qu'il ne défend pas suffisamment les intérêts de la France. Il était hier notamment à Vesoul face aux agriculteurs. Là encore, c'est un sujet de souveraineté, la souveraineté alimentaire. Vous estimez qu'il ne porte pas aussi les dossiers? C'est très bien qu'il aille parler avec les agriculteurs, c'est son boulot d'une certaine manière. Mais enfin, il faut aussi justement, gouverner, c'est pas parler. Gouverner, c'est agir. La grande différence, si vous voulez, Macron et Trump se ressemblent beaucoup. Moi, enfin non, à ceci près que Trump est d'une vulgarité insane. Mais Trump, il y a quelque chose de... Oui, c'est narcissique, égotique. Avez-vous déjà connu un président qui ne soit pas narcissique? Tout pour ma gueule. Non, 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 non. C'est-à-dire, le président, d'accord, il y a eu des présidents qui étaient assez narcissiques. Mais il y avait quand même l'idée toujours de l'intérêt général à un moment donné. Mais là, il n'y a pas d'intérêt général, il n'est plus question de rien. C'est juste, je veux rester, je veux finir mon mandat. Très bien, il a Sébastien Lecornu, qui est d'ailleurs très malin et qui essaie de faire les choses au mieux, qui est là pour essayer de le faire durer encore 1 an et 3 mois à tirer. Nous en sommes là. Ce temps-là, François Lévy, avec tous les défis dont vous venez de parler, la seule volonté de rester sans rien faire, on peut se payer ce luxe aujourd'hui? Apparemment, c'est ce que le président de la République a décidé pour nous. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. Et c'est pour ça que enfin, je veux dire, vous avez un bateau là qui est en train de couler. Et c'est pour ça que j'ai peut-être ce ton ce matin, mais ça fait des années. Ça fait des années que ça dure. Oui, bien sûr, mais moi, c'est comme ça que je vis les choses, c'est comme ça que je les ressens. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui ressentent les choses comme ça. Pardonnez-moi, pourra maintenir le bateau à flot? C'est la véritable question. Côté politique et judiciaire, c'est la grande incertitude qui plane sur l'avenir de Marine Le Pen. Après, vous le savez, les réquisitions au procès en appel des assistants parlementaires du FN. 5 ans d'inéligibilité, François-Olivier Gisbert, sans exécution provisoire. Mais si les réquisitions sont suivies, Marine Le Pen a fait savoir, d'ores et déjà, que son avenir est empêché, qu'elle est empêchée. La messe est dite, selon vous? J'ai l'impression. C'est pas sûr, mais j'ai l'impression. Alors, cela étant, il y a toujours un problème avec cette justice, parce que l'avocat général, j'ai entendu son discours, il est furax contre la politisation, contre les critiques. Enfin, c'est normal. La justice est un pouvoir, et c'est normal qu'on le conteste. Ou alors, je sais plus, on n'est plus français, on n'est plus en démocratie. Alors, faut peut-être donner raison, effectivement, à J.D. Vance dans son célèbre discours sur l'Europe. Mais je pense que nous, Européens, on a le droit de contester. Et d'ailleurs, c'est la même chose d'ailleurs pour la commission sur l'audiovisuel. Tous ces gens-là ne veulent pas... écoutez, on peut critiquer la justice, mon boulot de journaliste, on peut interroger le service public. J'ai toujours accepté les critiques. J'ai été viré par le pouvoir politique. J'ai eu des demandes, enfin, vous pouvez vérifier tout ça et documenter on connaît votre régulièrement, parcours, etc. Ouais. Et j'ai toujours trouvé ça normal. J'ai trouvé ça normal parce que, d'une certaine manière, je l'avais cherché en disant la vérité, peut-être un peu d'une manière un petit peu, peut-être un peu forte. C'est normal. Et ça, ces gens-là qui ont un pouvoir refusent de rendre des comptes. Mais c'est tout à fait... Enfin, comment dire? Il y a quelque chose qui cloche là. Et alors, je vais vous dire sur la politisation, parce que ça, c'est important, l'avocat général qui parle de politisation. Moi, je pose toujours la question. Je l'ai posée depuis le début. Quand il y a eu le premier verdict sur Marine Le Pen, j'ai rappelé quand même le communiqué de l'Office européen antifraude, qui avait dit, ouais, d'accord, c'est très bien, bon, il y a eu Bayrou, vous avez fait le truc, parce que tout ça part évidemment d'une alerte de l'Office européen antifraude, d'une alerte qui avait signalé ces faits. Donc, vous avez réglé le problème Bayrou, vous avez réglé le problème Le Pen et Mélenchon. Mélenchon, ils n'ont pas commencé. Parce qu'il y avait aussi une alerte sur Mélenchon. 3 procès où il y a une gémellité dans les procès. On garde ça sous le coude, c'est-à-dire le parquet national financier. Bon, de temps en temps, il tape sur quelqu'un à gauche. Bon, c'est juste comme ça, pas pour se donner bonne conscience, mais pour donner le sentiment d'être un peu équilibré. Mais on sait très bien qu'il tape toujours uniquement dans le même sens. Ah, donc pour vous, c'est totalement politisé, c'est totalement pour empêcher Marine Le Pen d'accéder. Il n'y a pas l'ombre d'un doute.
Oui, oui, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça que je vois les choses depuis le début. Et d'ailleurs, vous pouvez le vérifier, je l'ai même dit. Oui, Je oui, justement. pensais qu'elle allait directement dans le mur avec cette histoire, parce que tout ça était prêt d'avance. Bon, mais ça ne va rien changer. Alors, elle, c'est... Ça ne va rien changer parce qu'il y a le plan B après. Ben alors justement, le plan B, parlons-en, parce que est-ce qu'il a, vous aviez écrit d'ailleurs que Marine Le Pen avait depuis des années le brevet de la première opposante. Est-ce qu'on passe comme ça le relais? Est-ce que Jordan Bardella, selon vous, dispose de ce brevet du premier opposant aujourd'hui? Crédible, solide? Clairement, il n'a pas ce brevet. Mais vous savez, la politique, hein, on peut passer à travers des trous de souris. Emmanuel Macron nous l'a prouvé en 2017. Donc, tout est possible. Enfin, on est encore à 1 an et demi, il peut se passer beaucoup de choses d'ailleurs. Et puis peut-être que brusquement, il y aura un retournement qui fera que les Français iront vers quelqu'un d'autre. Mais qui, alors, quand on voit le bloc central, les divisions, que personne ne se réclame plus du macronisme, qui peut incarner, selon vous, François-Olivier Gisbert, et vous les connaissez très bien, eh bien, ce bloc central, ou ce qu'il en reste, hein, parce qu'il est un peu abîmé, Oui, voire mais enfin bon, inexistant. il a, le bloc central, énormément de personnalités fortes. Ah, C'est lesquelles? ça. Bah, attendez. Forte, hein, vous avez dit. Bah oui, Laurent Wauquiez, enfin, dans l'ordre, j'aurais dire Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, David Lisnard, enfin, ça peut continuer, Christian Estrosi, enfin, il y a toute une série de personnalités Ah oui, comme vous ça. les... Bah oui, on peut en mettre un paquet. Ah, ça, enfin, c'est la course de Robert tous les Ménard. chevaux, oui. Non, mais attendez, c'est Dans le pas bloc la course des central, chevaux. oui, Non, mais oui. c'est le bloc central, Valérie Oui. Pécresse, etc. Enfin, on peut continuer. Oui. Oui. Mais il y a des personnalités. Oui, Ils est-ce ont qu'il y a des personnalités. mais est-ce qu'il y a des candidats vraiment qui ont l'étoffe d'un président? Au sens où vous l'entendez, président qui décide, et comme De Gaulle, non, 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 non. Bah ça oui, je pense. Je Qui? pense. Bah, vous savez, d'abord, il faut arrêter de vouloir des gens intelligents. C'est le cas un peu des Français depuis longtemps. Ils veulent toujours des présidents intelligents qui présentent bien, qui parlent anglais, etc. Bah, ils veulent surtout des Giscard, présidents Macron, efficaces, etc. ne pensez-vous pas? Mais je pense que l'efficacité, enfin, la première qualité, ça devrait être le D'accord. courage et la volonté, et l'intelligence C'est pas en deuxième. antinomique de l'intelligence. Oui, c'est pas antinomique. Oui. Mais l'intelligence sans courage et sans volonté, ça ne sert absolument à rien et ça ne va nulle part. Qui êtes On en a la en train preuve de aujourd'hui. décrire là? Oh bah, vous voyez très bien qui, hein. La personne dont j'ai parlé au début. J'ai bien compris. Alors, il y a les sujets eh bien, qui sont ceux-là. Il y a aussi des sujets sensibles, délicats, et même qui appellent véritablement un côté civilisationnel, il faut oser le mot, puisqu'après le non au Sénat, le texte sur l'euthanasie est revenu à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture. Justement, qu'est-ce que vous en pensez? Certains disent que c'est une rupture anthropologique, alors que je vois la présidente de l'Assemblée nationale qui dit il faut aller vite, on a besoin d'un tel texte. Il y a quand même... c'est assez Ces gens-là, je suis vertigineux. désolé, ils ont la tête à l'envers. Enfin, avec tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à la France. On en a parlé, là. On a commencé par l'école. Enfin, c'est quand même un sujet absolument fondamental. Les refus d'obtempérer. Et là, c'est l'euthanasie, c'est urgent. Il y avait une très bonne loi avant, c'était la loi Leonetti. Enfin, elle est toujours là, d'ailleurs. Elle fonctionne. Je ne vois pas où était l'urgence. Mais ça, c'est de la com. Non, On vit dans la com. Mais sur oui, un tel sujet, mais les questions de vie et de mort, c'est de la communication. Mais bien sûr, c'est toujours pour exister, pour faire des choses, parce qu'on n'a pas le courage d'affronter les vrais sujets, et donc parce que c'est un sujet qui est d'une certaine manière qui est réglé par la loi Leonetti. Bon, alors on peut rajouter, empiler des trucs, mais la loi Leonetti, elle est là et elle sert. Et, voilà, le cadre et de personne boussole. ne la conteste. Bien. Oui, c'est une boussole. Alors, vous parlez du courage d'aborder certains sujets. C'est vrai que là, les politiques français qu'on interroge sont assez aphones, là encore, sur le scandale tentaculaire des Epstein Files et de leur volet français, où il est cité, par exemple, un nom qui est cité des centaines de fois, celui de Jack Lang, qui est à la tête de l'Institut du monde arabe. Alors, je demande depuis le début de semaine, est-ce qu'il faut l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire? Ce sont des millions et des millions de fichiers. Est-ce qu'il faut faire la différence d'implication, ce qui serait très grave, hein. Là, nous parlons de choses qui sont éminemment, évidemment, graves. Évidemment. C'est tout à fait normal de faire une commission d'enquête parlementaire et puis de laisser la commission d'enquête parlementaire travailler parce qu'on voit qu'il y a toujours une espèce de gêne. On n'a pas... La démocratie, c'est ça. Hein, c'est ça, c'est de faire des commissions d'enquête qui essayent de comprendre les choses. Puis si ça va trop loin, on tape sur les doigts du rapporteur ou du président. Ça a déjà été fait d'ailleurs dans l'histoire avec François Bayrou, enfin, vous vous souvenez très bien. Et ça ne gêne personne, c'est très bien, bien sûr. Mais si vous voulez, cette affaire-là, elle montre une chose, c'est très difficile à commenter parce que c'est répugnant. C'est absolument répugnant. Mais c'est facile, enfin, comment dire, le pouvoir rend
les hommes fous. Non. Et la sexualité Là, nous les parlons- rend fous aussi. Quand vous avez les deux ensemble, ça donne La l'affaire folie, Epstein. enfin, Oui, ça donne pas l'affaire expliquer Epstein. ça, ouais. Et qu'est-ce qu'on a envie de répondre? Peut-être par le poème magnifique de Mallarmé, c'est La chair est La chair triste, est hélas, triste, hélas, c'est j'ai ouais. lu tous les livres, fuir là-bas, fuir. Oui, on a envie de fuir. Mais l'exemplarité, Mais enfin, Jack Lang qui va s'expliquer certainement et qui assume ses liens avec Jeffrey Epstein, est-ce qu'il soit à tout le moins quitter l'Institut du monde arabe. Je rappelle l'Institut du monde arabe quand même, c'est un rayonnement, pas seulement d'ailleurs au niveau du monde arabe, mais au-delà. je pense, bien sûr, il faudrait en tirer les conclusions. Mais de toute façon, là-dessus, je pense qu'il faudrait une commission d'enquête, même si la France n'est pas tellement concernée, mais enfin, quand même un peu. Mais je trouve, cette histoire, elle en dit long quand même sur la société, la dégradation des mœurs, à tous les niveaux, ces gens, enfin, que ce soit le prince Andrew, enfin, on connaît ça, tout ça est effrayant. On a envie de retourner dans le voyage de la France d'avant. Oh, mais c'était pas mieux avant. Hein. Oui, non, mais non. bon. C'était mieux sur certains Je ne points. sais pas quand et c'était mieux, pire mais sur d'autres. oui, Oui, mais nous enfin, sommes c'était d'accord. pas. Et puis, il y avait la violence politique aussi, Bien qui sûr. est inhérente à l'histoire. Oui, de mais France. avec parfois des grands hommes et des grandes femmes dans votre livre. Donc on appelle nos auditeurs et téléspectateurs à le lire. Vraiment, ça fait du bien. Merci François-Olivier Gisbert. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à bientôt. Merci.